Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se réunit pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Eh ben écoute, ça va pas si mal. En plus, j'ai vu quelques milans cette semaine, des milans noirs, là je suis contente. Ça fait plaisir. Fantastique. Et toi ? Fantastique. Oh, moi j'ai pas vu grand chose cette ouais semaine, pour être honnête. Non, c'était... Si, de la journée grise un petit peu. Et un moineau ce matin, parce que j'ai fait les soldes. Les moineaux étaient au solde aussi ? Les moineaux font les soldes aussi. Non, je voyais un moineau qui était un mâle qui chantait, mais sous les caddies, en fait. Pas sur les caddies de supermarché, sous les caddies de supermarché. Et je trouvais ça assez drôle comme anecdote. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai observé de bien intéressant. Oh. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va parler de vol chez les oiseaux. Alors je sais, on en a déjà parlé, mais il y a eu une nouvelle étude qui est sortie très récemment dans Nature, et je me suis dit, c'est l'occasion, hein ? Et en plus, cette étude a fait la une de Nature. C'est assez rare que les oiseaux fassent la une de Nature, alors autant en profiter. Voilà. Et puis moi, en deuxième partie, puisqu'on va te laisser l'honneur, je vais vous parler d'une ornithologue au féminin, Emma Louisa Turner, et ça va nous permettre de parler de la photographie, ou plutôt des prémices de la photographie animalière. Mais je te laisse commencer. Ah mais c'est gentil, du coup, ça a fait la une de Nature et maintenant ça fait la une du Courrier de la Sterne. Eh bah dis donc, quelle renommée. Il y a deux sujets dans le Courrier de la Sterne, bon, ça va. Quand même. Donc bref, alors, c'est un petit article, alors petit, non, comme tu l'as dit, c'est dans Nature quand même, c'est pas dans n'importe quoi, qui a été publié le 12 juin de cette année, donc, et par une équipe principalement nord-américaine, une équipe qui s'est intéressée au vol des oiseaux, mais alors pas au vol de n'importe quel oiseau, au vol plus particulièrement des oiseaux qui planent. Donc on est parti sur du vautour, on est parti sur de l'aigle, sur de la buse, mais aussi sur de l'albatros, enfin bref, sur tous ces oiseaux qui passent beaucoup de temps dans les airs à planer. Alors, on pourrait se dire, bon finalement c'est quand même pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes groupes, il doit pas y avoir grand chose en commun. Et bien c'est là que cette étude a découvert quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a découvert que pour faire l'action de planer, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier chez les oiseaux, il s'agit pas du vol battu, il s'agit pas juste de se laisser glisser vers le sol, il s'agit de l'action de planer, de prendre les thermiques et de rester dans les airs comme ça quasiment sans bouger les ailes. Et sans atterrir, évidemment. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, et ils se sont rendus compte que dans les différentes lignées d'oiseaux qui pouvaient planer, il y avait exactement la même structure. Et alors c'est pas n'importe quelle structure, c'est une structure que vous connaissez certainement, qui est liée non pas aux muscles qui servent au vol, mais qui est lié au système respiratoire. Et c'est là que c'est quand même assez fantastique, parce qu'on a, grâce à cette étude, quelque chose qui nous permet de lier la manière dont on respire à la manière dont on se déplace. Et ça avait pas encore été fait précédemment, et c'est pour cette raison que cette étude est apparue dans Nature. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, il se trouve que, tout à fait par hasard, les chercheurs de cette étude ont étudié des CT scans d'oiseaux vivants, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite structure bien particulière au milieu des muscles de vol chez certains oiseaux. Alors, les muscles de vol, vous les connaissez certainement, il y en a deux, donc un de chaque côté, un muscle qui va permettre de faire lever l'aile, et un muscle qui va permettre de faire baisser l'aile, qui permet donc aux oiseaux de faire le vol battu, pardon. Donc on les appelle le muscle supracoracoïdé, oupla, pardon, ma langue a fourché, le supracoracoïde, le muscle qui sert à lever l'aile, et le muscle pectoral, le muscle qui sert à faire baisser l'aile. Tous les deux sont raccrochés à l'humérus évidemment, et ils sont raccrochés au sternum, donc à cet os que vous connaissez bien, à cette lame osseuse du sternum que l'on appelle le bréchet. Voilà, donc ces muscles sont absolument essentiels pour le vol, et on pensait que c'était plus ou moins les seules choses qui agissaient, bon, mis à part quelques tendons évidemment, je vous fais la version courte, mais en gros on pensait que c'était plus ou moins la seule chose mécanique qui agissait dans l'action de voler et donc de planer.
En fait, il se trouve que pas du tout. Les chercheurs ont trouvé qu'entre ces deux muscles, il y avait une structure supplémentaire qu'ils n'avaient pas vue précédemment, et il s'agit d'un petit sac aérien. Alors les sacs aériens, vous les connaissez certainement. Les sacs aériens, c'est des morceaux du système respiratoire. Alors vous savez que nous, on a des poumons, les oiseaux ont des poumons aussi, mais surtout, ils ont ce qu'on appelle des sacs aériens qui font tout un système assez complexe finalement, qui leur permet d'avoir une respiration très différente de la nôtre, parce qu'ils n'inspirent pas, ils n'expirent pas, donc ils n'ont pas une respiration en 2 temps, ils ont en réalité une respiration en 4 temps, qui leur permet d'avoir toujours de l'air frais dans les poumons, donc il y a tout un circuit un peu particulier à faire, et qui aide beaucoup, parce que le vol étant une activité quand même très très énergivore, il y a besoin d'avoir beaucoup d'oxygène qui arrive aux muscles, et donc s'ils avaient juste une respiration en 2 temps comme nous, et ben ce ne serait pas possible de voler. Et très important de préciser que les oiseaux ont bel et bien des poumons, parce qu'on entend souvent des gens dire que les oiseaux n'ont pas de poumons et qu'ils sont remplacés par des sacs aériens, alors que non, hein, les oiseaux possèdent bien des poumons. Hein. Exactement, et les poumons sont partie intégrante de ce système respiratoire, et sans eux, eh ben, ils ne pourraient pas respirer comme ils le font. C'est vraiment, comme pour nous, hein, c'est l'endroit où vous allez avoir un échange gazeux qui se fait. C'est ça. C'est super important. Donc, ce petit sac aérien qui a été découvert entre ces deux muscles qui servent au vol, eh ben, au début on le connaissait pas, et là juste ils l'ont trouvé grâce à un petit CT scan, mais on se disait finalement, le système respiratoire, bon bah ça sert à la respiration, très bien, pas de souci, et puis bah le système musculaire, bah ça sert à bouger, à voler notamment, et on pensait qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les deux. Sauf que ce petit sac aérien, qui est justement positionné pile entre les deux muscles, il a un rôle très particulier. Et en fait, lorsque ce sac aérien est gonflé, donc est rempli d'air, eh ben il permet de maintenir l'aile en position horizontale, donc comme lorsqu'un oiseau plane, hein, il étend les ailes sur le côté, donc ce sac aérien permet de maintenir l'aile comme ça, sans effort, comme s'il y avait une petite bouée en dessous, si vous voulez, pour éviter que l'oiseau n'ait à perdre de l'énergie, à essayer de garder cette aile tendue grâce à ses muscles uniquement. Là, il lui suffit de gonfler ce petit sac aérien pour avoir une aile qui est bien tendue et qui lui permet de planer sans effort. Et ils se sont rendus compte, quelque chose d'assez extraordinaire, hein, après avoir du coup découvert cette structure, ils se sont dit, bah écoutez, on va peut-être aller voir si elle est présente chez d'autres oiseaux, après tout, pourquoi pas. Et effectivement, elle est présente chez d'autres oiseaux, cette structure, mais elle n'est présente que chez les oiseaux qui pratiquent le vol plané. Elle n'est pas présente chez les oiseaux qui ne le pratiquent pas. Donc des petits oiseaux comme par exemple ton moineau dont tu parlais tout à l'heure, et ben cette structure n'y est pas. Le pauvre. Et oui, il ne planera pas comme un aigle, hélas. Par contre, donc chez les aigles, chez les vautours, chez les albatros, enfin bref, chez ces oiseaux qui ont tendance à planer pas mal, et ben il y a cette structure, elle est présente, et encore plus intéressant, ils pensent que du coup elle a évolué de manière convergente chez toutes ces espèces, justement pour aider au vol plané. Et il semblerait, ils iraient même plus loin dans cette étude en disant que sans cette structure, il serait impossible de pratiquer le vol plané, en tout cas au niveau auquel ces oiseaux le pratiquent, évidemment, parce que bon, les autres oiseaux peuvent quand même étendre les ailes et planer sur quelques mètres, hein, c'est pas un souci, mais si vous voulez pouvoir planer sans effort, il vous faut obligatoirement ce petit sac aérien, et donc pour dépenser le moins d'énergie possible, il vous faut cette structure. Et donc c'est là que c'est très très intéressant, parce que là on parle d'évolution convergente dans des groupes d'oiseaux différents, qui ont besoin de cette structure, qui sert donc d'adaptation au vol plané. Et ça, j'ai trouvé l'article passionnant. Très très passionnant. Mais apparemment il y avait eu un nombre qui parlait de 7 convergences, ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a le nombre 7 dans l'histoire, mais je sais plus à quoi il est associé. Et ben il est associé aux 7 groupes qui ont cette structure. Ok, c'est les 7 groupes. Exactement. Et qui leur permet donc de planer. Donc j'en ai cité quelques-uns, mais évidemment il y en a plus. Hein. Après vous pourrez lire l'étude si vous voulez, comme d'habitude, c'est en description. J'ai peur d'ailleurs qu'elle soit derrière un paywall par contre, parce que c'est Elle est derrière un paywall. Hélas. Elle est derrière un paywall. Et ben j'essaierai de vous trouver une version gratuite quelque part. On ne le dira pas évidemment, hein, mais on essaiera de vous trouver quelque chose. Ou je mettrai le PDF directement, hein, au choix. Eh ben merci beaucoup Sophie pour cette petite information. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que l'évolution convergente pour les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas familiarisés avec ce processus ?
Oui, tout simplement l'évolution convergente, ce sont des structures qui vont évoluer de manière totalement indépendante dans plusieurs groupes d'animaux pour avoir plus ou moins la même fonction. Donc ce n'est pas quelque chose qui est originaire d'un ancêtre commun, c'est quelque chose qui va évoluer indépendamment dans des groupes différents, mais pour le même résultat au final. Donc on pense par exemple évidemment à l'aile de la chauve-souris chez les mammifères et à l'aile des oiseaux pour les reptiles au sens large. Ah bah voilà une étude super intéressante, et puis ça fait plaisir de voir les oiseaux revenir en force dans la revue Nature. Exactement. Et de ton côté, alors... Eh bah d'une revue à une autre finalement, puisque moi je vais pas parler d'une revue anglaise, mais d'une revue française qui s'appelle Espèces, que vous connaissez peut-être, très très connue dans le monde du naturalisme. Et je vais parler de son dernier volume, le 52, qui est paru il y a quelques semaines de cela. Quelques semaines, voire même quelques... Ouais, même pas, quelques semaines, on est fin juin au moment où on enregistre. Et on va parler d'Emma Louisa Turner, c'est un article d'Éric Buffetot, directeur de recherche au CNRS. Mais avant de parler de cette dame, je vais vous parler de Richard et de Cherry Keaton, qui sont nés respectivement en 1862 et 1871. Ils sont frères. Ils ont eu un autre frère qui s'appelle Foster et deux sœurs qui s'appellent Jane et Margaret. Mais voilà, ces trois autres personnes ne vont pas spécialement nous intéresser, puisque Richard et Cherry Keaton sont des frères naturalistes et ils sont considérés comme les premiers photographes naturalistes du monde. On est dans les années 1890. Alors bien évidemment, le matériel n'est pas du tout le même que celui qu'on utilise aujourd'hui. On a des chambres photographiques qui sont gigantesques. Il faut des temps d'exposition qui sont énorme, il faut un matériel extrêmement compliqué à déplacer avec des trépieds qui sont très longs et forcément des risques à prendre en considération. Mais ces personnes vont réaliser divers clichés d'oiseaux notamment. Et le premier cliché que l'on considère comme la première photographie naturaliste, c'est un nid, sans doute un nid de grive musicienne, qui a été pris en 1892. Alors par la suite, les frères vont prendre d'autres photos. On a carrément une photo, et ça c'est assez formidable quand même d'avoir capturé ça avec un matériel aussi compliqué à utiliser. On a une photo d'un nourrissage de coucou gris. Oh. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Oui. Donc voilà, toute une série de photographies qui sont parues pour la grande majorité d'entre elles dans British Bird's Nest en 1895, qui est donc un livre photographique dans lequel ils montrent leur travail. Un travail où ils vont vraiment y mettre toute leur haleine. Ils vont, comme je l'ai dit, prendre d'énormes risques. Ils vont parfois se déplacer sur des falaises, monter dans des arbres. Faut vraiment voir certains clichés qui sont pris à l'époque où on les voit justement manipuler leur matériel dans des conditions assez extrêmes. Ils se mettent à créer des dispositifs pour se dissimuler des oiseaux, comme les affûts qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. Et même plus que ça, ils vont carrément proposer des codes déontologiques pour les collectionneurs d'œufs, parce qu'au départ ce sont des collectionneurs d'œufs également, et ils vont dire effectivement qu'il va falloir faire quand même très très attention à ce que l'on prend dans la nature, et ils vont militer pour la photographie à la place du prélèvement d'espèces, que ce soit d'œufs ou d'oiseaux, à partir de 1903, leur objectif étant de vulgariser leurs propos et leur travail. Alors, ces réflexions, elles viennent auparavant. Alfred Newton, qui est professeur à l'université de Cambridge, et d'ailleurs Éric Buffetot le cite dans son article, se pose déjà cette question-là, où il dit que la question de l'observation des oiseaux doit primer sur le fait
de les abattre à la carabine, tout simplement parce qu'à l'époque, eh bien, on utilise la carabine pour pouvoir abattre les oiseaux et ensuite les étudier. Là, on va commencer à militer pour observer davantage les oiseaux dans la nature. Et c'est peut-être parce que Newton a eu l'occasion de donner son nom à une perruche qui s'est éteinte en 1875, qui s'appelle la perruche de Newton, qu'il y a eu toutes ces réflexions. Mais voilà, 1860, 1890, 1900, on a une première vraie grosse réflexion qui va se faire autour, entre guillemets, de l'éthique de l'ornithologie de l'époque. Juste pour terminer chez Cherry et Richard Keaton, Richard, à la suite de nombreuses blessures, va finalement rester au Royaume-Uni, va continuer à s'intéresser aux oiseaux. Par contre, Cherry, lui, travaillera carrément pour Theodore Roosevelt, président des États-Unis. Ah oui. Il l'accompagnera dans un safari, il prendra des photos absolument extraordinaires, et il se peut même qu'il ait pris la première et seule photographie que l'on ait des guerriers Maasai en plein combat. Ce qui est incroyable. Sérieusement ? Il a réussi à mettre son appareil comme ça pendant le combat. Absolument, absolument. Et le cliché est d'ailleurs disponible sur le net si vous voulez aller le voir. Il date de 1909, si je ne me trompe pas. Eh oui, incroyable. Mais en fait, c'est plus ou moins le premier reporter de terrain. Ah, ça, je ne sais pas. Je pense pas, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient reporters et reportrices même de terrain. Reporter photo, du coup. Ah, ça, je sais pas du tout. C'est une question intéressante. Faudrait peut-être la soulever. Quoi qu'il en soit, on arrive à Emma Louisa Turner. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 1900, elle va rencontrer Richard Keaton. Et cette rencontre, ça va être le début justement d'une passion que la femme va développer pour la photographie. En 1905, elle sera même récompensée pour la photographie d'un grès-buppé par la Société photographique royale. En 1909, elle devient membre honoraire de l'Union ornithologique britannique, fondée par quelqu'un dont on n'a pas donné le nom, qui s'appelle Richard Bowdler Sharp, qui est en réalité l'un des co-auteurs de British Bird Nest avec justement les frères Keaton. Comme quoi, le monde est petit. Mais voilà, 1909, elle a cette reconnaissance. Et puis, elle sera aussi une des premières femmes à siéger à la Société linnéenne de Londres en 1904. C'est vraiment une pionnière dans son domaine. Elle s'installe un petit peu plus tard à Hickling, dans le Norfolk, sur une maison flottante. Elle y photographie les oiseaux qu'elle y voit dans des anciennes tourbières. Elle est accompagnée par plusieurs personnes dans sa passion, comme Alfred et Cubitt Nudd, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est Nudd pour le nom de famille, qui vont lui permettre notamment de repérer les différents oiseaux, et un prêtre ou un pasteur, je crois que c'est un pasteur, qui s'appelle Maurice Bird. Pareil. Le nom était de circonstance, j'ai envie de dire. Le nom est évocateur. Et donc, elle photographie énormément d'oiseaux. Elle synthétisera tout ça dans un livre qui s'appelle Broadland Birds, qui est paru en 1924. Elle va photographier des oiseaux absolument fantastiques, notamment le butor étoilé, qui n'avait plus été vu au Royaume-Uni depuis 1886. Et donc, je crois que c'est en 1912 où elle parvient justement à refotographier cet oiseau. Entre-temps, elle s'engagera de manière volontaire lors de la Première Guerre mondiale en tant que cuisinière. Donc elle mettra entre parenthèses, entre guillemets, sa carrière d'ornithologue pour pouvoir servir sur le front. Et puis, une fois qu'elle aura repris ses activités d'ornithologue, en 1923, c'est la Norfolk et Norwich Naturalist Society qui, s'inquiétant des colonies d'oiseaux qui siègent sur une île qui s'appelle Scott Held sur les côtes nord du Norfolk, ils ont décidé d'envoyer cette femme pour pouvoir surveiller les nids. Donc pendant 2 ans, cette femme va passer assez isolée, solitaire, avec ses chiens pour seule compagnie sur une île à surveiller effectivement ces oiseaux. Et donc voilà, c'est une pionnière de l'ornithologie. Elle est considérée même comme une des pionnières du British Trust for
Ornithology, rien que ça, qui est quand même aujourd'hui une des références lorsque l'on parle d'ornithologie au Royaume-Uni. Et donc voilà, ces histoires qui se sont finalement intriquées et qui vont donner une passionnée d'ornithologie et une femme plutôt, connue au Royaume-Uni, beaucoup moins en ornithologie internationale, mais voilà, elle fait partie de ces femmes comme celles qu'on a citées dans des précédents épisodes, voilà, qui ont fait également avancer l'ornithologie dans toutes ses dimensions. Et vous retrouverez d'ailleurs certaines de ces photos sur le net. Et elle a même publié un livre en 1925 qui s'appelle A Book About Birds avec Robert Gurney, qui n'était pas lui vraiment spécialisé en ornithologie, plus spécialisé chez les crustacés. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est à retrouver en page 68 du espèce numéro 52, revue d'histoire naturelle. Mais c'est top ça quand même, du coup avec son livre et avec ses photographies d'oiseaux, c'est un peu comme si elle faisait un peu de la vulgarisation sur l'ornithologie à son époque, c'est assez incroyable ça. Ah, c'est assez incroyable, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est dans une période vraiment de réflexion autour justement de qu'est-ce qu'on va devoir faire pour améliorer l'ornithologie. Et d'ailleurs, un des trucs importants, je ne l'ai pas précisé sur Madame Turner, c'est aussi une des pionnières dans le bagage au Royaume-Uni. Donc vraiment, un large spectre ornithologique qu'elle aura tout au long de sa carrière. Elle décédera en 1940 en laissant une trace assez formidable dans l'espace ornithologique anglais. C'est assez incroyable, ces gens comme ça, c'est très inspirant, je trouve. Oh oui, totalement. Et comme je l'avais dit dans un précédent épisode, ça mérite à être davantage connu. On n'a pas assez justement de portraits d'ornithologues au féminin notamment. Voilà, on se doit de parler de ces gens-là et on se doit de vous raconter ces histoires. Et j'étais très content de trouver une histoire aussi similaire dans la revue Espèce de ce mois-ci. Ça fait plaisir. Merci Monsieur Buffetot. Merci Monsieur Buffetot, exactement. Et merci Madame Turner. Exactement. Et on va continuer les remerciements puisque c'est la fin de l'épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci à toi, comme d'habitude. On te retrouve sur Spotify et Deezer. Oui, mais ça c'est avec le courrier de la Sterne. Oui, effectivement, ensemble, tout à fait. On te retrouve sur Instagram et sur Twitter @leplumeux, en Tractoscience avec Julien, ça c'est sur YouTube. Et on te retrouve effectivement dans le courrier de la Sterne, dans l'émission que vous écoutez, aussi surprenamment que cela puisse paraître. On se retrouve donc sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager, à le commenter. N'hésitez pas également à aller écouter les précédents épisodes, notamment ceux où on parle de femmes qui mériteraient que l'on parle davantage d'elles. C'est un épisode assez antérieur qu'on a réalisé. Vous retrouverez ça bien sûr dans les différentes listes de diffusion. D'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut à tous et salut à toutes. À plus.